Ça me fait penser à une phrase qu'on m'a déjà dite. Un garçon ne pleure pas. Yeah. On a tous entendu celle-là. Ouais. Un garçon ne pleure pas. I've been there. I've been there. I've been through it. I've been through it. I'm sharing it. I'm sharing it. And most importantly, I matter. I matter. Pas comme au premier jour, mais j'avais toujours les larmes, j'ai toujours envie de chialer et tout ça. Et je ne le partageais pas aux gens, ça. Je me souviens que je sortais avec une nana à cette période-là et on essayait d'apprendre à se connaître. Et il se fait qu'avec ce passif-là, j'avais besoin d'une certaine attention de sa part que je n'ai pas reçue. Et comme je l'ai pas reçue, j'ai automatiquement rejeté cette personne et j'ai rompu avec elle, tu vois. Donc, c'est vrai que nous les hommes, on est plutôt face à nos émotions. On ne peut pas se permettre de... Je sais pas si c'est la société qui nous a fait comme ça, si c'est... Mais on peut pas se permettre de renvoyer nos énergies comme ça aux gens, en fait. On se dit, like, yo, on est censé être fort, c'est la maladie des blancs, tout ça, machin. Et, comment dire, on est censé sortir on est des descendants de gens qui ont la présence, de gens qui sont forts et tout ça. Donc, on prend ça en compte et, alors qu'en fait, like, yo, on est des êtres humains, quoi. Ouais, justement, par rapport à ton dernier point, pour moi, il y a beaucoup de choses. C'est la société. C'est la société africaine, on va dire, ou en tout cas, enfin, pas précis, de l'Ouest, parce qu'on est, voilà, enfin, Bénin, voilà, on connaît. Enfin, pour moi, il y a plusieurs choses. J'ai grandi au Bénin avec mes parents et mes frères, donc voilà, j'ai 3 grands frères, donc c'était entre mecs. Et honnêtement, je me suis jamais senti, assez à l'aise pour être aussi vulnérable, dans ce sens. Après, j'ai pas non plus forcément beaucoup de choses à dire ou, j'ai pas traversé, des moments aussi douloureux. Mais de façon générale, au quotidien, il y a peut-être certaines choses qui arrivent ou c'est des choses que tu traverses. Et j'avais pas l'impression que j'étais dans un environnement où on m'invitait en fait à être vulnérable, à pouvoir dire ce que je ressentais, parler de mes émotions. Et ouais, je pense que ça en fait. Ouais, effectivement, c'est pas évident, tu vois. Quand, par exemple, quand je suis rentré à Cotonou, parce que moi, ça fait presque 15 ans, enfin, ça fait 15 ans que je suis en France. J'ai grandi au Bénin jusqu'à mes 15 ans et puis je suis arrivé ici. Et quand tu rentres au Bénin et que ton frère a eu cet accident en France, que tu rentres avec du coup son corps, son cercueil, tout ça, et la famille, que tu as ceux qui sont restés, la famille qui sont restés au Bénin et qui te posent des questions, qui se posent des questions et qui s'imaginent. On dit en général que en Afrique, les parents ne sont pas censés enterrer leurs enfants. Les parents ne sont pas censés être présents à l'enterrement de leurs enfants. Mais nous, mes parents étaient présents, j'avais mes oncles, mes tantes. Donc c'est aussi, en fait, en prenant ça en compte que pour moi, je me disais, je ne peux pas m'effondrer à cet enterrement parce qu'il n'y avait pas que mes parents. Il y avait du monde qui était là, en fait. Donc du coup, tu prends en compte le fait que tu es en présence de gens, de tes compatriotes et avec des notions justement de pudeur, des choses comme ça où tu ne veux pas justement, tu peux pas te montrer, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que j'ai été très très énervé sur le moment quand j'ai vu mon grand frère s'effondrer, tu vois. Ouais, c'est ce contexte ouest africain, il m'est pas à l'aise là-dessus. Bien sûr que j'avais envie de m'effondrer, mais je pouvais pas en fait. Juste, je pouvais pas et donc je voulais que justement quelqu'un soit like man, lève-toi. J'ai besoin d'une figure en fait pour me donner de la force aussi dans ce truc-là. Mais je l'ai pas trouvé cette figure. C'était moi la figure au final. Ça me fait penser à une phrase qu'on m'a déjà dite. Un garçon ne pleure pas. Yeah. On a tous entendu celle-là. Un garçon ne pleure pas. T'es un homme, non? Vous avez dit quoi? Un garçon, non? Et, Tu es garçon. Il faut faire garçon. Pour moi, c'est tout ça qui influence,
enfin, la façon dont on se comporte et du coup qui répond à la question au sujet de ce podcast. C'est pourquoi les hommes ne parlent pas de leur santé mentale? Parce que je pense qu'on n'a pas On été. nous a dit qu'il fallait pas montrer en fait. On n'a pas été Regarde, certains parents disent tu es un garçon, pourquoi tu pleures? Les amis, pareil, les tantes, tout le monde, pareil, la société. Pourquoi tu pleures? Et du coup, quand tu grandis, t'as pas envie qu'on te fasse cette réflexion. Quand tu montes tes émotions, en fait, déjà quand on est petit et que tu montes tes émotions, les gens se moquent, en fait. Les gens se moquent très, très facilement. Donc, du coup, tout ça, tu te dis, si moi je me sens pas bien, je partage ce que je ressens et que les gens en rigolent, ça ne fait que t'ajouter, en fait, à ta peine. Donc, tu te dis, tant qu'à faire, autant que je le montre pas, quoi. Et le truc maladie de blanc, là, oh là là. C'est un truc qui est dans notre société où, franchement, ou un truc tout bête, genre, par exemple, au Bénin, quand tu es en dépression, tu as des problèmes psychologiques, tout ça, on dit, ouais, c'est pour les plans, c'est la sorcellerie, alors que c'est juste qu'il faut aller voir un médecin psy. C'est un truc simple, juste comme ça. Quoi. Et c'est vraiment énervant. Tu sais, c'est bizarre, c'est peut-être bizarre, je suis quelque part le fruit de mon environnement. J'avais des potes, plutôt j'en avais un, qui allait voir un psy. Et le jour, c'était un mercredi après-midi. Et je lui ai demandé, viens, on traîne ensemble et tout, vas-y. Il m'a dit non, que je dois aller voir mon psy. Je lui ai dit, tu vois un psy? Pourquoi faire? Genre, je lui ai dit, c'est quoi cette abomination? Pourquoi tu vois un psy? C'est ça. Du coup, j'ai rencontré le deuil 2 fois dans ma vie, jusqu'ici en tout cas. Mais avant de parler de ces 2 deuils-là, je parlais des exemples que j'ai eus, ou plutôt que je n'ai pas eu. Je n'ai jamais su comment me comporter face à des situations tristes. J'ai jamais eu d'exemple par rapport à ça. J'ai jamais vu mon père pleurer. Ma mère, si, mais c'était pour autre chose. J'ai jamais eu d'exemple autour de moi. Si tu vois des hommes pleurer, c'est dans les films et tout. Et encore une fois, c'est des blancs qui pleurent. Oui, ils vont pleurer à cause de Goumen. Donc, ouais, genre la go m'a quitté, je pleure et tout, je suis triste. Petit lexique pour l'audience, Goumen, ça veut dire peine de cœur. C'est ça, chagrin d'amour. Voilà. Et justement, je rebondis sur ça. Pour les films, quand il pleure, tu sais, c'est des pleurs stylés. C'est stylé. Vraiment, le mec, il y a une larme qui coule, tout doucement. Et ça coule, genre, vraiment, c'est stylé. J'aurais aimé pleurer comme ça, mais non, c'est pas très beau à voir. Mais toi, quand tu pleures, tu vas te mirer, tu dis, mais non, c'est pas ça, c'est pas le nez qui coule, hein, les yeux. Tous les pores. Vas-y. Les larmes ne coopèrent pas. Mais du coup, j'ai jamais eu cet exemple-là de personnes qui pleurent par rapport à la tristesse. Et on en arrive à mon premier deuil. Le deuil de mon meilleur ami, c'était en 2017. Du coup, il s'appelait Franz. C'était plus qu'un meilleur ami que pour moi, c'était carrément mon frère, mon petit frère. On était tout le temps ensemble. Sa mère, c'est comme ma mère. Vraiment, j'étais tout le temps chez lui ou il était tout le temps chez moi. Quand on nous voyait à l'école et que tu voyais Franz, on se disait, où est Émeric? Ou quand tu voyais Émeric, mais où est Franz? Donc on était tout le temps ensemble. Ce deuil-là, je l'ai vu venir. Cette mort, je l'ai vu venir. Il avait un cancer du sang. Donc, c'était par étapes. J'ai toujours été très proche de lui. J'ai eu des remarques qui m'ont blessé pendant qu'il était en train de se remettre de se traiter. Genre, toi, ton frère, il est malade, il est à l'hôpital, tu n'es pas avec lui. Je me suis dit, mais déjà, t'es qui pour me parler comme ça? Ce que j'ai vécu avec lui, tu n'as pas vécu le quart de la moitié. Tu ne sais pas tout ce que je fais avec lui, d'où tu juges. Ce truc, par exemple, je suis vraiment énervé par rapport à ça. Faut dire qu'il avait beaucoup d'amis en CRIF. Je les déteste tous, hein. Désolé, allez vous faire. On va être poli. Du coup, il est mort en 2017, finalement. C'est une amie qui est arrivée un matin, comme ça, chez moi, et qui m'a dit qu'elle avait un truc à m'annoncer. Elle m'a dit de m'asseoir et tout, qu'il fallait que je sois fort et tout. Je dis, comment ça, fort? Qu'est-ce qu'il y a? Du balance. Je suis sûr que c'est rien. Et elle me dit, Franz est mort. Silence. Je la regarde, je souris, je me dis, mais qu'est-ce que tu dis? N'importe quoi. Franz est mort et toi tu sauras ça avant moi. Non, n'importe quoi. C'est vrai que ça fait un moment que je lui ai pas écrit, mais bon. Non. Et je prends mon téléphone,
Le frère de Franz ne m'a pas écrit. Il avait deux frères. Il a deux frères, pardon. Oui, il avait, je sais pas. Bref, il y a deux frères qui m'ont pas écrit. Je vais voir sur sa page Facebook et je commence à avoir des RIP. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, cela? Il est pas mort. N'importe quoi. Et 5 minutes plus tard, son frère m'écrit pour me dire que Franz est vraiment mort. Sur le coup, je l'ai pas réalisé. Je l'ai absolument pas réalisé. J'ai continué de vivre ma vie tranquille. J'étais avec ma copine, c'est ma copine justement qui me l'a annoncé. Donc on a fait nos bails tranquille. La vie a continué. Je ne savais absolument pas comment réagir par rapport à ça. Je ne savais pas si je devais pleurer, je ne savais pas si je ne savais pas. Donc j'étais juste là. On a continué comme si de rien n'était. Pour moi, ce qui me faisait le plus peur ou le plus mal, c'est d'aller rencontrer sa mère. Je me suis dit, mais comment est-ce que je pouvais lui faire face, en fait, après ça? J'avais aucune envie d'être confronté à cette tristesse. C'est comme si quelque part je me préservais du fait d'avoir mal. Et de toute façon, j'allais devoir y aller. Donc je me suis dit, plus vite tu élimines la tâche, plus vite la vie continue. Et je suis allé voir sa mère. Et quand elle m'a vu, elle a éclaté en sanglots, directement. Je savais pas comment réagir par rapport à ça. Je ne savais absolument pas. Et je n'ai pas pleuré pour Franz jusqu'à l'enterrement, où j'ai vu tout ce monde autour de moi à la messe qui pleurait. Encore là, je faisais le garçon. J'étais là, tranquille. Et au cimetière, j'ai dû lire un poème. Et c'est pendant que je lisais ce poème-là, justement, que j'ai réalisé qu'il était dans ce cercueil, qu'il allait pas se réveiller, et que je ne le reverrai sans doute, y a pas sans doute en fait, plus jamais. Et là, j'ai vraiment pleuré. Quand je suis rentré chez moi, toujours avec la même copine, cette fois-ci, j'ai vraiment pleuré. J'ai vraiment pleuré. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Et Franz, tout comme mon père, qui est arrivé 1 an plus tard, encore une fois, cette mort aussi, je l'ai vu venir. Il est mort d'une maladie, la SLA. Donc, c'est une maladie c'est orpheline, on dit, celles qui peuvent pas être guéries. C'est genre, tu l'as Non, et incurable. Ok. Ça veut dire quoi, c'est là, si tu sais? Syndrome latéral amyottique. Donc, ça a un rapport avec les nerfs. Petit à petit, son bras droit s'est détérioré jusqu'à ce qu'il perde carrément la faculté de marcher, de parler. Donc, on l'a vu venir. C'est ma mère qui a été vraiment impliquée dans l'espoir de guérison de mon père. Moi, j'avais déjà lu des trucs dessus. Allez pas sur Google quand vous savez ce que les gens autour de vous ont. Ça fait très peur. Donc, quelque part, j'étais déjà préparé. Un jour, j'allais au travail et ma mère m'a dit que mon père avait été emmené en urgence à l'hôpital. Donc, je me suis dit, ah, ok. Et du coup, j'ai laissé le taf et tout. Je suis allé à l'hôpital. Je suis resté un moment avec elle. J'ai vu que je pouvais rien faire là. Donc, je suis retourné au taf. Tout ce que j'ai fait juste là, ça a été essayer de repousser le plus possible la douleur. J'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Hein. Il est resté pendant 1 semaine comme ça à l'hôpital. On l'a transféré au CNHU. Je continuais d'aller au travail. Quand je finissais le travail, je passais à l'hôpital. On avait encore de l'espoir. Ma mère, surtout, on avait. Elle pensait qu'il allait vraiment s'en sortir. On a fait la totale. On a essayé de voir des guérisseurs. On a fait la totale. Et puis un jour, je suis passé à l'hôpital, j'ai traîné là. À un niveau, il y a même eu une sorte de bonne ambiance. Genre, c'est comme si on venait, on rencontrait la famille et tout. Et la famille, on discutait un peu et ensuite chacun vaquait à ses occupations. Donc ce soir-là, je suis allé à l'hôpital, pareil. J'ai discuté avec ma mère un instant, je suis rentré à la maison. Et c'est ma sœur, vers 19h, qui m'a appelé pour me dire, Émeric, papa est mort. Et quelque part,
ma sœur est quelque part aussi forte que moi. Ou est-ce qu'on a le même problème tous les deux? On recule le moment où il faut s'effondrer. Elle m'a appelé, elle m'a dit papa est mort. Et sur le coup, je lui dis ah, chaud hein. Mais mes réactions par rapport à la mort sont vraiment C'est bizarres. incroyable, ok. Aussi, j'en ai des... Ouais. Bah évidemment que j'étais touché, mais encore une fois, je savais pas comment réagir. Donc je pars sur de la rigolade sur le coup avant de réaliser plus tard. J'ai pensé à mon petit frère, je me suis dit mais c'est moi qui ai le plus profité de mon père en fait, c'est moi le grand frère. Euh, Ma sœur, est-ce qu'elle le prend aussi bien? Bon, évidemment qu'elle ne le prenait pas aussi bien. Quelque part, elle aussi, elle repoussait ce sentiment-là de tristesse. C'est ma mère qui a été la plus touchée, en tout cas qu'on a vu visuellement touchée, parce qu'elle pleurait vraiment beaucoup. Quelque part, je me suis dit qu'il fallait que je sois fort pour elle, justement. Personne ne me l'a dit, hein. Je me le suis dit tout seul. Il faut que tu sois fort pour les autres, parce que toi, tu as assez profité de lui. Mon petit frère avec, je sais pas quel âge il avait, désolé, Dave. Mais il était bien plus jeune que moi. Ma sœur, 2 ans de moins que moi. Donc je me suis dit, c'est moi qui ai le plus profité, il faut que je sois fort pour les autres. Il y a des gens qui vont avoir plus mal que moi. Donc tu n'as pas le droit de t'effondrer pour ça, pour sa mort. On a fait toutes les cérémonies. Pour mon père, je n'ai pas pleuré. En tout cas, pas sur le moment. À l'enterrement, pareil, ça a été une ambiance assez... On fait la fête et ensuite on rentre à la maison. Je me rappelle... Du style à Gore, c'est ça Oui, à Gore, on a fait la fête tranquille et tout le monde est rentré à la maison. Je sais pas si c'est toi, Yann, mais en tout cas, encore, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu as l'air trop joyeux là. Je me suis dit, bon, c'est pas toi, Yann, du coup. Probablement. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, en tout cas, bah, tu as l'air trop joyeux là, mais pourquoi tu n'es pas effondré? Pourquoi on ne te voit pas pleurer et tout? Mec, tu veux que je fasse quoi? Genre, que je pleure devant toi, c'est la vie. C'était mon deuxième contact avec la mort. Et quelque part, je me suis dit, bah, je suis totalement insensible, en fait. Je suis préparé à perdre les gens autour de moi. Si quelqu'un meurt, est-ce que je vais vraiment pleurer? Est-ce que j'ai encore la faculté de pleurer et tout? Cette année, en 2018, quand mon père est mort, je prévoyais de venir en France. Donc, Campus France, j'étais dans la procédure et tout. Et plein de personnes pensaient que j'allais arrêter la procédure parce que mon père venait de mourir. Je dis, mec, life goes on, the show goes on. Désolé, mais la vie continue. Je me suis plongé dans le taf. Pendant cette période encore, personne ne m'a vu. Genre, je disparaissais totalement. J'allais au taf à 9h. Je finissais à 4h du matin. J'étais vraiment dans le taf. Les rares potes qui m'ont vu, je faisais une partie de play, de FIFA, et ensuite je disparaissais encore. Totalement dans le taf. J'ai pas eu le temps de... C'est dans quoi? J'étais développeur web. Donc, du front-end. Et je passais dans plusieurs startups. J'apprenais tous les jours, donc ça me laissait pas le temps de penser au deuil. Mais vraiment pas. Au taf, ils m'ont proposé une semaine pour me reposer, pas de ralentir. Le lendemain, je suis allé taffer. Tranquille. Donc, j'ai fait ma procédure. J'ai fini par être accepté dans une école. Je suis arrivé ici. Je suis resté chez ma tante. Ma tante a grandi avec mon père. Depuis son enfance, elle le connaît. Donc, un jour, on était assis, elle et moi. Elle me parle souvent de lui. Son rapport avec la mort est assez bizarre, je trouve, parce qu'elle en parle de manière très détachée. Il y a beaucoup de morts, des gens autour d'elle. Elle est assez âgée, donc il y a plein de gens qui meurent autour d'elle. Je crois que quelque part aussi, ça l'a habituée. Elle en parle de manière vraiment très détachée. Et un jour, on était assis tous les deux. C'était un soir. On était en face à face en train de discuter, de parler du bon vieux temps. Et elle me parlait de mon père. Donc elle me parlait de tout ce qu'elle a vécu avec lui, de comment au lieu d'aller à la messe, ils allaient au cinéma. Bref, les 400 coups qu'ils ont eu à faire ensemble. J'étais là, je la regardais, et tout d'un coup, je suis parti en sanglots. J'ai pleuré fort, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et là, j'ai su que c'était maintenant que je me relâchais.
j'ai pleuré. Elle est venue autour de moi. Elle m'a dit qu'elle est désolée, qu'elle savait pas que ça allait me toucher autant. Mais je continuais de pleurer. Je pouvais pas m'arrêter. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Je crois que j'ai pleuré toute la nuit. Je sais pas trop. À un niveau, j'ai fini par m'endormir. Évidemment. De fatigue. Ouais. Et là, j'ai remarqué justement que j'étais pas si insensible que je pensais que je l'étais. Juste, j'encaisse, j'accumule et je finis par relâcher. Donc c'est là que j'ai pleuré pour mon père. Et Franz, tout comme mon père, font partie de ma vie encore actuellement. Je sais pas pour les autres, mais moi j'ai l'impression qu'on ne finit jamais d'aller mieux par rapport à ça, ou qu'on ne passe jamais vraiment à autre chose. Une personne à qui tu tenais qui est morte, quelque part fera toujours partie de ta vie. Quand je suis dans le bus, des fois, je me dis, ah, ça aurait été marrant de prendre ce bus-là avec Franz, par exemple. On aurait rigolé par rapport à ça. Je discute toujours avec lui, des fois. J'aurais aimé connaître un peu plus mon père. Il était très à cheval sur l'école et tout, faire ses études et tout, mais je connaissais pas grand-chose de lui finalement. C'était mon père. Il voulait mon bien, mais je connais pas son histoire. Je sais pas si c'était un garçon turbulent à l'école, s'il était sérieux à l'école, je sais pas. C'est juste mon père. Du coup, ça, on le sait. Il séchait la messe. Ouais, apparemment. C'est la messe, le cinéma. Mais du coup, je pense que tu vis toujours avec, pour moi en tout cas, je vis toujours avec le deuil. Chaque jour, je vis avec la sensation d'avoir perdu quelqu'un. Ce vide-là. Je pense que je ne pourrai jamais le combler. Je me suis refait des amis avec qui je suis vraiment proche, mais je ne pourrai jamais remplacer Franz. C'est clair. C'est impossible. Je pourrai jamais remplacer mon père. La vie continue, mais ils sont toujours là quelque part au fond de moi. Mais est-ce que, justement, là, enfin, quand tu dis ils sont toujours là auprès de toi, est-ce que tu ressens de la douleur aujourd'hui? Est-ce que tu ressens de la douleur au quotidien? Enfin, est-ce que quand tu penses à eux, tu ressens de la douleur? Ou est-ce que c'est deux types d'émotions, en fait, ou est-ce que c'est un mélange? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Je dirais pas de la douleur, je dirais de la tristesse. Et donc, du coup, de la nostalgie. Ouais. Beaucoup. Okay. En me disant qu'on aurait pu faire tellement de choses ensemble si, mais avec les si on refait le monde. Ouais, tellement. Tu sais, j'avais envie de rebondir rapidement sur, tu sais, quand ta sœur t'annonce donc du coup que ton père est mort et que tu as répondu, c'est chaud. C'est assez marrant parce que le soir où je suis arrivé à Amiens, que je suis allé au poste de police, que les flics m'ont raconté le truc par rapport à mon frère et qu'après on allait se poser dans un appart, à un peu moins d'une dizaine dans l'appart. Je me souviens que j'avais balancé comme ça de but en blanc. On avait une délire avec l'expression le respect. Tu sais, genre, quand ils ont enterré le respect, ils ont tout le respect. Ouais. Il y avait ce délire-là. Et donc, à ce moment-là, la blague est sortie toute seule. Genre, le soir même, la blague est sortie toute seule. Genre, le respect a été emporté par le courant, les gars. Personne n'a rigolé, évidemment. Ouais, évidemment. Et dans ma tête, j'ai fait, trop tôt. On va se calmer, tu vois. Je voulais rebondir là-dessus. Et puis aussi sur moi, par rapport au deuil, en tout cas, la perte de quelqu'un que je connais, ça m'est arrivé 3 fois. Il y a eu mon petit frère, il y a eu un ami en commun qu'on avait depuis qu'on était gosse. C'est arrivé aux États-Unis. Le mec, il s'est suicidé, il s'est tiré une balle dans le torse. Et c'était arrivé 1 an, juste après. Donc, même mois de février, le 1er février, donc 2017. Mon frère, c'était 17 février 2016 et mon pote, 1er février 2017. Et après, il y a eu la mère de la copine de mon frère qui était devenue un peu, genre, elle faisait partie de la famille, quoi. Genre, je la connais bien, elle est devenue ma pote, tout ça. Et elle est morte d'un cancer. Donc, Salomé a perdu à la fois Salomé qui était la copine de mon frère, a perdu son chéri, a perdu sa mère quelques années après. Et en fait, je trouve personnellement que, aujourd'hui en tout cas, je vis avec, mais peut-être pas dans la douleur, tu vois, genre je ressens pas de la douleur, ni foncièrement vraiment beaucoup de tristesse, peut-être un peu plus
je leur parle même pas tant que ça aujourd'hui. Genre, je pense à eux, tu vois, mais je leur parle même pas tant que ça. Juste, il y a des images, des fois, des choses comme ça que tu regardes, t'as des moments de nostalgie. Et ouais, quoi, genre, ce sont on vit avec, c'est clair, mais il y a quand même, on est obligé de vivre avec, mais je trouve que, justement, comme on dit, le temps fait bien les choses. Le temps fait plutôt bien les choses là-dessus, genre, il y a cette métaphore que, c'est un Philippin qui m'a sorti cette métaphore quand je lui parlais de mon histoire avec mon frère. Il m'a dit, un arbre en hiver, ok, il y a 0 feuille. Et au fur et à mesure que le temps passe, qu'on arrive donc du coup printemps, l'été, tu verras énormément de feuilles. Et même en fait, en vérité, tu verras plus de feuilles que tu en avais vu la saison précédente. Enfin, l'année précédente, du coup, par rapport au printemps ou à l'été. Et c'est vraiment cette métaphore du temps qui passe et de l'impact du temps, comment dire, sur le deuil, tu vois. Mais je pense que certes, le temps fait son œuvre, mais il faut aussi vouloir faire son deuil, je pense, tu vois. Vouloir séparer la douleur non, dans notre famille, dans ma famille, on parle de célébrer la vie, tu vois. Plutôt que de se focaliser sur la douleur ou par exemple, quand les gens parlent d'anniversaire de la mort, tu vois. Nous, on est plutôt dans, comment dire, la date de naissance. Donc, l'anniversaire de naissance, on se focalise plus sur des éléments comme ça et on célèbre la vie comme ça, tu vois. C'est un peu ça. J'aime bien notre façon de penser. C'est un peu ça. Je disais même à ma mère, chacun de nous a avancé différemment par rapport au deuil, mais je lui avais dit, que si elle veut pouvoir s'aider en quelque sorte dans des périodes où, genre par rapport à l'anniversaire de la naissance donc de son fils qu'elle a perdu, c'est pas quelque chose d'évident à faire, mais moi c'est quelque chose que j'ai fait, c'est de dissocier vraiment pour moi le 11 novembre, certes c'est la date d'anniversaire de mon frère, mais aujourd'hui moi mon frère il est dans l'éternité, donc je me réfère plus au physique, tu vois, au fait que il a été physiquement là avec moi. Je me réfère plutôt au spirituel, à l'éternité. Donc, je ne me sens pas mal le 11 novembre quand c'est le jour de son anniversaire. Bien au contraire, j'écoute ses sons et je me tape des barres. Tu vois. Ah. Ouais. Moi, je retiens un truc de ce que vous avez tous dit, c'est, enfin, il n'y a pas un mot d'emploi, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire son deuil, de réagir quand on apprend la mort ou, c'est pourquoi moi je trouve les commentaires, le commentaire que tu avais dit et que tu pensais que que c'est moi qui t'avais dit, moi je le trouve assez déplacé parce que, il y a plusieurs façons de faire son deuil et, déjà chaque deuil pour moi est unique, chaque mort est unique, mais la façon dont chaque personne qui connaît la personne qui est morte vit son deuil est unique. Donc, je pense qu'il faut laisser chacun gérer comme il peut. Je pense, oui, il faut être là pour la personne, en fonction de ce dont elle a besoin, l'accompagner s'il le faut, mais, juger la façon dont, chacun fait son. Tu sais, je suis désolé, hein, mais ça, c'est de la bienveillance, évidemment, mais, personnellement, je trouve, en tout cas de mon expérience, que face à la mort, il y a beaucoup de gens qui, ceux à qui ce n'est pas arrivé, mais qui sont au courant que ça t'est arrivé, qui manquent énormément de bienveillance. À la fois ton pote qui t'a posé cette question qui, pour moi, est complètement déplacée, mais j'ai l'exemple de ma mère, 2 semaines après avoir enterré son fils, elle est retournée travailler. Et, elle travaille dans une entreprise qui s'appelle Isla, je crois. Elle travaille dans une entreprise où sa boss et ses collègues étaient choqués du fait qu'elle est retournée travailler 2 semaines après avoir enterré son fils. Et on fait en sorte de lui pourrir la vie pour qu'elle retourne à la maison. Sérieusement. Pardon. Qu'ils ont fait ça. Tout comme j'ai déjà entendu, ça, ce sont des choses qu'on m'a rapportées. Heureusement que je n'ai pas entendu de la face. Mais, il y a des gens qui se sont dit que si mon frère est mort, c'est ma faute. Je n'ai pas protégé mon frère. J'ai déjà entendu des choses comme ça. À partir de cette histoire du départ de mon frère, je crois avoir entendu les pires choses qu'un être humain puisse dire à un autre être humain. Je pense personnellement que la pire chose que j'ai eu à entendre, c'est, quitte à choisir entre toi et lui, j'aurais préféré que ce soit lui qui reste. C'était qui avait dit ça? Une
femme dont j'ai été très amoureux pendant longtemps. Wow. C'est pour ça que je trouve que, c'est pour ça que, comment dire, face au deuil, les gens ne savent pas comment se comporter. Il y a des gens qui n'ont aucune notion de bienveillance, en fait. Non, je suis désolé, là, on parle même plus de manque de tact ou d'autres choses. C'est méchant, c'est méchant. C'est juste méchant. C'est méchant. Vraiment, je sais pas de mots. On a fait un épisode plutôt riche en émotions, qui nous a beaucoup appris sur le deuil. Et l'une des choses que moi je retiens particulièrement, c'est faut se taire quand on est face à quelqu'un qui a perdu. Enfin, tu dis juste mes condoléances et puis tu te tais. C'est tout. C'est tout, en fait. Tu sais pas quoi dire, tais-toi. C'est en fait. C'est même pas, tu sais pas quoi dire. Juste mes condoléances et puis tu passes à autre chose en vrai. Donc du coup, on a notre HM qui a participé, petit surnom, qui est une petite star, notre petite star à nous. On est là. Notre BGD Cascade, donc vous aurez son Instagram en lien dans la description de l'épisode. Yes. N'hésitez pas à streamer, vous aurez aussi le lien pour son Spotify, n'hésitez pas à streamer, c'est très important, on donne de la force. On a notre Joe Kingston, notre Loxé qui donne tout pour le drip. Et Joe Kizzy et Tonton Mapé ça. C'est le tonton Mapé ça, mais il donne pas les Mapé ça. Ça va venir streamer. On va pas encore payer, streamer d'abord. Ah, là, ça me faut payer, hein. Streamer aussi. Je vais vous mettre le lien de son Instagram, le lien de son Spotify et vous pourrez avoir y accès tranquillement. Aussi sur la description sur le post de l'épisode sur notre page Instagram. Et on remercie Yann, influenceur voyage. Donc, si vous avez envie de voyager et que vous êtes en rat, plus. Wow. Non, je rigole. J'assume. Si vous voulez des tips, des petits points, des petits conseils pour voyager un peu partout, Yann est présent. Yann est allé un peu partout. Je sais pas combien de pays il a fait. C'est un autre petit globetrotter qu'on aime bien. Et on a notre Yves, artiste multitalent, franchement. Peintre, sculpteur, dessinateur, animateur 2D, t'inquiète. Ouais, la liste est longue. Pareil, vous aurez son Instagram en lien de description pour l'épisode. Et on vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode jusqu'à la fin. C'était riche en émotions. J'espère que ça ne vous a pas trop secoué et que vous n'êtes pas trop énervé. Dans tous les cas, cet épisode reste dans le but de pouvoir faire transparaître et faire passer un message que nous espérons que vous avez reçu plutôt positivement et pas négativement. Donc, on va vous laisser avec ça. Merci à toi de... Merci. C'est génial. Le jeu de mots, il est totalement nul, mais voilà, on va clôturer l'épisode sur ça. À bientôt pour un autre podcast. Et finalement, on retient quelque chose. Ils ont tous plus ou moins pleuré. Donc, finalement, les hommes pleurent. Les hommes ont le droit de pleurer. Donc, on va vous laisser déçus et, c'est la phrase. Nous vous souhaitons un bon week-end et bonne continuation. On se retrouve au prochain épisode. Au revoir. Bisous. Bisous. Au revoir. Bisous.